Bonsoir à tous, du coup bienvenue pour ce dernier meet-up du temps fort Cloud Native. Et du coup on va clôturer ce soir avec Ismaël qui va nous parler Dev Environnement as a Service. Et donc du coup il va tenir toute la soirée, il y a 1 heure de conf avec de la théorie et surtout de la démo. Et donc du coup comme la semaine dernière pour ceux qui étaient là, on finira par un super apéro pour échanger et discuter de cette soirée et du mois qui vient de passer. Merci à tous et bonne soirée. Donc déjà, merci beaucoup à tous d'être venus ce soir. C'est un sujet qui me parle particulièrement, l'environnement de développement. Ça va faire à peu près 10 ans que je suis dans le dev. Et j'ai observé une évolution des environnements de développement qui sont d'une certaine manière un reflet de leur époque. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y avait du conteneur, d'un coup, l'environnement de développement s'est mis à dialoguer avec le conteneur. Quand il y avait le cloud, pareil. Et durant cette conférence, je souhaite rendre compte en fait de cette évolution pour que chacun puisse se rendre compte, est-ce que j'utilise vraiment ces techniques-là qui me sont disponibles, ou est-ce que j'ai des choses à aller creuser. Et on va voir avec certains outils comment ça nous est facilité en fait, cet accès à ces nouvelles technologies et in fine en fait, à ces nouvelles manières de développer à la fois personnellement, mais aussi en équipe. Et c'est ça qui est assez important en fait. Alors je m'appelle Ismaël Omani, pour ceux qui ne me connaissent pas, je sais que parmi vous, certains me connaissent. Je suis Cloud Native développeur donc, chez WeScale. On va dire Cloud Native développeur, c'est un développeur qui fait du dev dans le cloud. On va simplifier comme ça. Et je suis accessoirement donc, Google Developer Expert. Ça va un peu se sentir sur la présentation, mais pas trop. Donc, pour ceux qui aiment AWS ou Azure ou autre, ne vous inquiétez pas, ne partez pas en fuyant, c'est bon. Donc, chez WeScale, nous sommes une société de services qui regroupe des experts, et je dirais au-delà des experts, des passionnés autour du cloud. On recrute. Donc moi, ça fait à peu près 2 ans et demi que je suis chez WeScale. Je ne me suis jamais posé la question qu'est-ce que je faisais là. Ça a été les 2 ans et demi, je pense, les plus denses en termes d'apprentissage, en termes d'expérience et de montée en compétences. Et je pense que toute personne qui souhaite venir chez WeScale est la bienvenue. Et ce WeScale servira en fait un peu de catalyseur pour vous, pour monter en compétences sur des problématiques autour du cloud, de l'infrastructure, du développement. Voilà, donc globalement, allez sur le site pour avoir plus d'informations ou venez nous voir en fin de meet-up. Donc mise en contexte, on a un peu parlé du development, de l'environnement de développement, mais globalement, ça va être un peu compliqué de trouver une définition commune. On est quoi là, une petite centaine. Donc je suis sûr qu'on va trouver autant de définitions d'environnement de développement. Pourtant, je pense qu'on peut s'accorder sur certains points. Déjà, c'est un élément du quotidien qui avec lequel on va définir notre rapport au code, notre rapport au métier qu'on est en train de coder. C'est aussi une relation à des méthodes de travail. Quand on fait de l'agilité, par exemple, je ne peux pas être sur n'importe quel environnement de développement. Il faut que je l'ai moi-même adapté pour que je puisse m'adapter, par exemple, à un mode Kanban, enfin agile, etc. Donc, la définition que je propose, elle est assez grosse maille, mais elle va nous servir de base. Donc, pour moi, je vois l'environnement de développement, donc en tant que profil technique, c'est ce qui va définir mon rapport au code, et aussi rendre compte, donc comme je disais, d'une certaine organisation du travail. Et tout ça, pourquoi ? Pour me permettre d'être efficace, que en fait, cet environnement soit out of my way quand je vais coder et me permettre de répondre de manière efficiente aux enjeux business. Et comme je l'introduisais, l'environnement de développement, c'est un reflet du paysage technique. Il y a 10 ans, quand je commençais, c'était Eclipse. IntelliJ commençait un peu à faire les balbutiements. Aujourd'hui, on parle encore d'IntelliJ, mais aussi VS Code, on parle de Gitpod, le cloud dans tout ça, avec les conteneurs. C'est vraiment quelque chose qui a su évoluer avec son temps, qui a évolué vers du as a service. Donc hier, c'était pensé comme une tambouille de geek personnelle. Je faisais ma machine,
je la tweakais aux petits oignons, et j'étais efficace. OK. Le problème, c'est que si ma machine tombe en rade, ou si je la perds tout simplement, il y avait tout ce travail à recommencer. Alors on pouvait tout à fait scripter, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut retrouver aujourd'hui avec du as a service, où je vais en fait juste consommer un environnement de développement que j'aurais configuré. Et surtout, on sort du paradigme personnel, mais on arrive vers du collectif. Maintenant, on fait partie de la même équipe, on va travailler sur un même projet. Et l'idée, c'est de ne pas arriver dans une nouvelle mission ou sur une nouvelle équipe et de ne pas être productif sur les 5 premiers jours parce que j'ai pas réussi à mettre en place ma machine correctement, j'ai pas les bonnes versions d'outils, de librairies, etc., etc. L'idée, c'est vraiment d'avoir, dès le premier jour, un environnement de développement cohérent avec le projet ou l'équipe dans laquelle je suis. Dans tous les cas, on part d'un socle. Et le socle, je le vois de la manière suivante. Donc, on aura toujours un OS et son package manager. Donc là, on parle Ubuntu, Debian ou Fedora. Windows ou Unix, pour moi, ou Mac sont des cas particuliers. Surtout depuis l'intégration avec de WSL sur Windows. Donc moi, titre personnel, c'est ce que j'utilise. Vous m'auriez dit ça il y a 5 ans. Non, moi sur Windows, jamais. Pourtant, aujourd'hui, j'utilise donc Windows avec WSL. Derrière, on a des outils qui vont nous permettre de créer du code et, in fine, des runtime qui vont nous permettre de l'interpréter et un écosystème associé à ces runtime. Donc, par exemple, dans le cas de Java, Maven, Gradle, SDKman, Python, Conda, Virtualenv, etc. Et tout ça, ça a besoin quand même de maîtrise. Parce que nous, on va donc développer sur plusieurs projets avec plusieurs langages. Et cette multitude d'outils doit cohabiter de manière, on va dire, entre guillemets, sereine, pour ne pas avoir de collision, etc. Et il va falloir aller un peu au-delà de ce que nous permet un package manager. Donc, package manager, c'est très bien. On va pouvoir faire des installations simplement. Mais à un moment donné, je vais avoir plusieurs versions d'un même outil disponibles sur ma machine ou plusieurs runtime dans des versions différentes. Et je n'ai pas à manipuler ça manuellement. Je ne vais pas aller changer des passes, etc. Et donc, on arrive ce besoin de devoir cloisonner pour faire petit à petit poindre l'idée de plusieurs environnements de développement. Et ça, c'est des outils qui vont nous permettre de le mettre en place pour que ce ne soit pas la foire d'empoigne et surtout automatiser ce process de changement de contexte au sein de ma machine qui doit faire cohabiter plusieurs runtime, doit faire cohabiter plusieurs outils dans des versions différentes. Et l'idée, c'est de dire, tiens, on va pouvoir associer des configurations, des configurations d'environnement de développement à des folders. Avec des outils comme diranv, on va pouvoir scripter le fait de changer de folder, lancer des commandes automatiquement qui vont appeler par exemple SDKman pour changer de version de Java ou un Virtualenv, si je me place dans le cas de Python, pour changer d'environnement. Et l'activer automatiquement de passage d'un folder à un autre. Je veux quand même prendre un point sur les environnements de développement avec un outil qui fait l'unanimité, c'est Git. Et si j'en parle là, c'est parce qu'il a une feature intéressante, donc même très puissante, et c'est ce qui fait son succès, c'est le système de branches. Et le système de branches va me permettre de pouvoir développer dans mon coin un historique parallèle de code, tout en étant vraiment cloisonné de d'un autre historique parallèle de ce code-là. Et ça, c'est by design. C'est-à-dire que quand on était à réfléchir à comment on va donner l'illusion de plusieurs environnements de développement avec tout un outillage, ici, l'outil Git, par défaut, pense ce cloisonnement. Mais ce cloisonnement-là se heurte d'une certaine manière à la réalité. Et ce que j'appelle cette réalité, en fait, c'est l'impédance mismatch avec notre environnement local. Puisque certes, je peux, dans la théorie, changer de branche assez simplement. Donc, dès que j'ai une idée ou dès que j'ai une feature, je branche, git checkout, -b. Il n'y a pas de problème, ça c'est la théorie. Par contre,
quand je suis en local, peut-être que le changement de branche va impliquer des incompatibilités que je vais devoir gérer. Par exemple, ça m'arrive de changer de branche et que ça déclenche tout un indexing, là si je parle sur IntelliJ. Et finalement, ce que j'imaginais, ce que la théorie me vendait comme gratuit, le devient moins dès lors qu'on pense donc le changement de branche dans un environnement local. On va prendre un peu plus de hauteur et parler donc des IDE. Donc, on ne peut pas évidemment faire passer sous silence les IDE. Donc, l'IDE, donc Integrated Development Environment, va donc nous accompagner le développeur, donc en autocomplétion, suggestion, intelligence artificielle dernièrement. Mais c'est surtout aussi rendre compte de la particularité de chaque projet. C'est ce cloisonnement dont on parlait, qui maintenant va être tiré au niveau de la configuration même de l'IDE et me permettre de dire que tel projet sera associé à tel runtime ou telle version d'outil. C'est aussi un écosystème de plugins et d'extensions. Et donc, encore une fois, sur un projet donné, je vais pouvoir gérer des extensions à la granularité du projet, plutôt que la granularité d'un environnement local global. Et il y a les conteneurs qui arrivent en 2015, et ça, c'est vraiment hyper intéressant quand on raisonne cloisonnement, puisque là, on est sur du cloisonnement by design. C'est un process qui va être donc dans son propre namespace et qui va ne pas tenir compte en fait des autres process qui seront sur des conteneurs différents. Et ce à quoi on pense naturellement quand on parle conteneur, c'est process type lambda dans le cloud, Cloud Function, test unitaire avec container test, microservices évidemment. Et on peut aussi penser aux environnements de développement. Et ça a été quelque chose qui est venu assez vite. Une première approche assez naïve consisterait à se dire tiens, je vais démarrer un conteneur, et puis je vais plugger un volume qui contient mon code, et à l'intérieur de ce conteneur, j'ouvre un VM et je commence à coder, etc. Donc ça, c'est trop assez manuel. Je pense que personne ici ne fonctionne ainsi. Par contre, il y a des éditeurs, des IDE qui ont vite compris l'intérêt de cette approche, et notamment VS Code. VS Code propose une extension, donc la Remote Container Extension, qui va vous créer des environnements de développement à partir de conteneurs. Comment? Eh bien, en installant au sein d'un conteneur une version headless de VS Code, sur laquelle se pluguera en local votre VS Code, votre UI, votre User Interface, et sur lequel aussi le source code sera ensuite pointé depuis directement cette version headless. Alors il faut bien voir que c'est pas tout à fait juste démarrer un conteneur. VS Code va plus loin, et on va le voir juste après. Il va vraiment vous enrober ce conteneur de tout un tas de facilités. Copie de certains fichiers, faire du SSH Agent Forwarding pour bénéficier de ces credentials SSH locaux, etc. pour que finalement vous puissiez développer comme si vous étiez en local. Sauf que vous êtes sur un conteneur, donc vous n'êtes pas obligé de polluer votre environnement local en ramenant telle version de Node ou en ramenant telle version de Java. Tout ça restera dans le conteneur. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a un environnement as code. Pourquoi? Puisque cette configuration qui va dire « va chercher tel conteneur pour t'installer à l'intérieur », elle est exprimée as code. Et on va embarquer au niveau de chacune des branches des fichiers qui vont pouvoir changer d'une branche à une autre, d'un projet à un autre, et finalement porter l'information de l'environnement de développement avec le code associé. Et garder la cohérence finalement, qui nous manquait à un moment avec cette impédance mismatch, garder la cohérence entre le code que je vais modifier et l'environnement de développement nécessaire pour le modifier. On peut aussi profiter de la localité de l'information en créant donc des bind volumes à ces différentes entités via le fichier de configuration qui définit en fait le comportement que doit avoir VS Code vis-à-vis de l'environnement de développement. Donc, on parle de VS Code avec cette extension, donc
voyons à quoi ça ressemble. J'ai assez simplement en fait, repris un projet offert par Microsoft, donc Remote Try Node, qui, par défaut, va m'offrir donc un ensemble, enfin un folder .dev container qui va contenir les éléments, justement, ces consignes, ces fameuses consignes dont on parlait, pour créer notre environnement de développement. Alors là, comme on est sur une démo, la première chose que je vais faire, c'est de supprimer ce fichier-là. Donc évidemment, il faut que j'ai un Docker d'installer en local, sinon ça ne va pas fonctionner, il faut qu'il y ait une container runtime, que va accéder ensuite VS Code. Et à partir de là, je vais m'assurer que j'ai bien les extensions, en particulier Remote Development qui est installé, et ce Remote Development va tirer le Remote Container. Je vais ouvrir au niveau de VS Code, donc ici, je vais dire Reopen in Container, ce folder. Puisque je viens de supprimer .dev container, il va me poser un certain nombre de questions, notamment où est-ce que l'image sur laquelle je voudrais me baser pour créer l'environnement. Donc là, je prends une image particulière, vous verrez, il y avait aussi mon Go que j'ai embarqué là-dedans. On va voir pourquoi. Et ensuite de ça, il va aussi vous proposer un certain nombre d'outils à installer en supplément. Et c'est assez intéressant dans la mesure où, par exemple, ça vous enlève la responsabilité d'aller modifier une image, par exemple, pour rajouter Terraform. Alors, je fais, à propos, je vais sauter cette étape pour pouvoir le créer juste ensuite et vous montrer la différence. Alors, ce qui va se passer, c'est le démarrage des conteneurs, avec tout un tas d'opérations pour créer votre environnement de développement, prêt, en fait, comme je l'avais décrit, avec votre fichier git config déjà disponible, un SSH agent forwarding, pour que vous puissiez bénéficier des credentials Git ou de vos credentials SSH plus simplement. Donc à partir de là, donc là on peut regarder un peu ce qui se passe à l'intérieur. Donc là, par exemple, si je cherche, voilà, donc là il me dit, effectivement, voilà, j'ai créé ta socket, enfin j'ai créé une variable d'environnement, j'ai créé une socket et cette variable d'environnement pointe vers cette socket. Je vais ouvrir un bash et je vois qu'en particulier, j'ai bien Node d'installer. On voit que j'ai un dev container qui a été créé. Et à l'intérieur, j'ai plusieurs éléments. Donc le premier, c'est devcontainer.json, ça sera notre chef d'orchestre. C'est lui qui va donner la consigne à VS Code de comment construire votre environnement de développement. Et on voit en particulier qui va plugger donc, le code dont j'ai besoin au niveau de /workspace, qui pointe vers un fichier Docker Compose, qui va contenir en fait les différents services dont j'ai besoin pour mon environnement de développement. Et là, j'ai pris un cas particulier où j'avais besoin de Docker Compose, mais on peut tout à fait pointer directement vers un Dockerfile. Là, sur ce Docker Compose, j'ai un service qui correspond donc à mon applicatif, et en parallèle, j'ai un service DB qui correspond en fait à un service dont j'ai besoin pour que mon applicatif puisse faire des requêtes à ce serveur. Quand je vais regarder au niveau des conteneurs de démarrer, effectivement, donc VS Code m'a démarré mes différents conteneurs. Et finalement, quand je vais développer, ça sera depuis ce conteneur. L'UI, elle marche en local, mais par contre, voilà, tout ce qui est shell et process sera démarré depuis ce conteneur, ce serveur headless. On peut aussi cloisonner les extensions dont j'ai besoin. Par exemple, si j'ai besoin d'une extension spécifique au Markdown, juste pour cet environnement de développement, je peux tout à fait ajouter donc, à cet environnement propre l'extension. Et donc là, on va voir que j'aurai donc une nouvelle extension d'ajouter.
Ensuite, vous aurez en fait les mêmes capacités que comme si vous étiez en local. Si je suis en... Donc là, je peux tout à fait lancer un npm install, par exemple, et ça va me lancer donc l'ensemble des dépendances, enfin ça va tirer l'ensemble des dépendances dont j'ai besoin. Et ensuite lancer, par exemple, donc un node, le serveur, et puis aller ensuite vérifier et mettre des points d'arrêt, etc., etc. Donc là, Open in Browser, par exemple, et j'ai mon Hello World. Donc ça, je ne vais pas aller plus loin. Concrètement, là, on a vu ce qu'il y avait à voir, et vous pouvez creuser par vous-même. Juste un dernier point, on s'est dit tout à l'heure, ah bah, si je veux faire du Terraform, une option possible, ça serait de dire, ah bah tiens, je vais aller dans mon tel Dockerfile et modifier pour créer l'installation de Terraform. Il est possible de définir directement au niveau du devcontainer.json cette installation sans aller modifier le Dockerfile, qui de toute manière n'est pas systématiquement modifiable. C'est-à-dire que je peux tout à fait, depuis mon devcontainer.json, pointer vers une image privée à laquelle je n'aurai pas accès, que je ne pourrai pas modifier. Donc, ce que nous propose cette extension, c'est de rajouter ce qu'on appelle une feature, enfin des features, qui correspondent en fait à l'installation de ces nouveaux outils. Donc si on va au niveau du repo VS Code Dev Containers, Script Libraries, on aura en particulier, pour Terraform, j'ai besoin de Terraform, admettons, la capacité de demander lorsque je vais redémarrer mon environnement, de créer une installation de Terraform. Donc là, on peut normalement voir que Terraform si Terraform est installé, dommage, on va trouver un autre élément. Pourquoi pas Maven, par exemple? Pourquoi ils auraient installé Maven pour un truc avec Node? On se demande. Ok, bon, il n'y a pas Maven. On va installer Maven. Hop. Alors, ne me demandez pas pourquoi je ferais du Maven dans un projet Node, mais bon, admettons. Alors, c'est plutôt... Hop. Alors, voilà. Et donc là, je vais redémarrer le conteneur. Donc, rebuild container. Et normalement, j'aurai mon nouvel environnement provisionné, cette fois avec Maven. Alors, on peut juste vérifier, voilà. Et donc là, vous voyez qu'il se passe, donc il utilise SDKman under the hood. Donc on voit c'est ce qui se passe là. Et l'intérêt, c'est vraiment que je n'ai pas eu à modifier un quelconque Dockerfile. Pourtant, donc là, cette approche, elle est sympa. Mais il y a un point, c'est que j'ai été obligé de cloner en local mon repository. Et donc, c'est encore s'exposer à cette impédance mismatch dont je parlais, c'est prendre le risque, par exemple, de ne pas être à jour sur ma branche sur laquelle je suis en train de développer. Et ensuite, d'avoir des conflits. Donc, si j'ai oublié, par exemple, de faire un git pull. Là, on va voir une autre approche, toujours avec VS Code. Donc, juste avant ça, voir si effectivement Maven a été installé. Donc oui, Maven est installé, il me le dit par contre que je ne trouve pas de Java Home. Ok, très bien. Donc on va clore cette remote connection et par contre passer à un autre mode de fonctionnement donc, qui consiste en fait à cloner un repo directement dans un volume conteneur, dans un volume. Et là, on n'est plus sur cette dimension locale de tout à l'heure. Cette fois, je n'ai pas à cloner en fait sur mon file system local. Ça va être directement pris en charge par VS Code qui va cloner dans un volume, qui va me permettre de développer, et puis après je peux le jeter ce volume, il n'y a pas de problème. Et ça me permet d'être à jour systématiquement sur le code que je vais modifier. Donc là, je vais juste on fait un try development container sample, et c'est ce qui fait under the hood. Donc on reprend Node par exemple, et donc il va se repasser exactement la même mécanique, sauf que cette fois, mon code va être cloné
dans un conteneur, dans un volume, pardon. Et donc, on peut donc l'observer au niveau donc, de Docker Desktop, où j'aurai un volume, voilà, donc VS Code Trinode, qui va contenir mon code. Donc voilà. Donc ça va conclure juste donc cette démo sur VS Code. Mais l'idée, à retenir, c'est que maintenant, on est explicite sur l'environnement qui est nécessaire pour faire fonctionner mon code. Et ça, c'est quelque chose qu'on va garder sur toute la suite. Bon, on revient sur, voilà. Donc je ne sais pas si ça vous ring the bell, enfin, ça vous rappelle des schémas, mais finalement, on passe d'une approche où j'avais des cloisons entre mes différents environnements de développement qui étaient représentés par des folders, par des projets IDE, et maintenant, en fait, cette cloison, elle est portée par des conteneurs. Moi, ça me rappelle un peu les applications monolithiques versus microservices. Dans une application monolithique, ce qui séparait la logique, c'était des packages. Monolithique, ça ne veut pas dire que c'est du code spaghetti. Hein. Ça peut être du code très bien rangé, et là, on a des packages. Aujourd'hui, on est plus à cloisonner les process, les applicatifs, par des conteneurs qui auront leur propre cycle de vie. Et là, on arrive à ce même raisonnement. On a des environnements de développement qui ont leur propre cycle de vie et qui ne se basent pas sur un même environnement local. Cette fois, si j'update mon Java en local, ça va être pour tout le monde. Là, si je prends un projet Java en version 17, par exemple, ça sera juste pour l'environnement porté par le conteneur. Donc là, on a vu l'aspect container, et entre-temps, il y a aussi le cloud qui est arrivé. Une idée a été assez simple, c'est de se dire, en fait, mon environnement local, je vais le déporter dans le cloud. Très bien, on va créer notre VPC sur la GCP, par exemple, et créer une VM à l'intérieur, ouvrir un port SSH, et puis, comme on a besoin de beaucoup de RAM et de compute, on va prendre la plus chère, et puis ça va dépoter. C'est bien, mais c'est pas top. Déjà, c'est une approche autogérée. Aujourd'hui, on parle beaucoup de service managé, serverless. Il y a des offres qui existent. En plus de ça, ça demande des droits étendus de faire ce genre d'opérations qui ne seront pas forcément acceptées. Et en termes FinOps, clairement, ce n'est pas optimal. On peut tout à fait oublier d'éteindre notre machine en partant du travail. Donc, il y a plusieurs approches qui existent, et une qui m'intéresse, c'est le Cloud Shell. Donc, Google Cloud Shell, c'est une VM offerte gracieusement par la GCP pour vous permettre d'essayer les différents services du cloud GCP ou de développer vous-même dans un environnement porté sur cette VM. Et ce qui est intéressant de voir sur cette approche, c'est qu'il ne faut pas se contraindre juste à penser comme avant en local. Maintenant, on aura une intégration tellement forte avec le cloud GCP qu'on peut tout à fait voir cette VM comme étant étendue par les capacités du cloud. Donc c'est ce que je représente par ce schéma. Donc avant, on était sur ce genre d'approche, en me disant, voilà, je me connecte sur ma machine, et après, je vais faire mes déploiements sur le cloud. Là, maintenant, c'est je me connecte en HTTP, sur port 443, HTTPS, et derrière, j'ai une VM qui, non seulement en fait, est déportée, ça ok, mais surtout m'offre une intégration forte avec les différents services de la GCP qu'on pourra utiliser, non pas juste pour faire des déploiements d'une Cloud Function, mais surtout pour déporter en fait tout ce qui est compute, tout ce qui est mémoire. On va voir dans l'exemple qu'on peut tout à fait plugger un bucket sur notre file system et bénéficier en fait de l'élasticité du cloud. Donc le Cloud Shell, ça s'accède plutôt simplement. Vous pouvez soit aller sur la GCP, donc sur la console du cloud, et donc vous aurez le petit icône ici qui va vous ouvrir une Cloud Shell, soit aller sur la documentation.
il y a une troisième option, c'est une fois que vous avez ouvert cette icône, vous aurez la possibilité d'installer cette application en tant que persistante web app. Et ça, c'est intéressant parce que ça va me permettre de m'abstraire de la collision des raccourcis clavier. Ici, là, quand vous faites CTRL-W, vous allez clore le tab. C'est pas la même chose sur VS Code. Enfin, pardon, sur Cloud Shell. Et donc, pour pallier à ça, on a donc donc on va partir d'une feuille blanche. Hop. Donc, on a cette option qui va me permettre de m'abstraire des raccourcis clavier du navigateur web. Donc, qu'est-ce que c'est Google Cloud Shell? C'est un environnement qui vous est provisionné. Donc, c'est une VM. Derrière, il y a quand même donc un process qui est porté par une image. Cette VM, elle ne vous appartient pas. Vous ne pouvez, elle est sur un projet qui est propre à Google, sur lequel vous ne pouvez pas aller. Et d'ailleurs, vous vous en rendez compte assez rapidement. Si vous contactez un serveur de metadata, vous allez avoir tout un ensemble d'informations concernant le VPC sur lequel, le projet sur lequel cette machine vit, le VPC, les startup scripts. Alors, est-ce que c'est nécessaire de nous exposer ces informations? Je ne pense pas. Mais de toute manière, c'est pas le sujet. Ce qui nous intéresse, c'est de voir en fait l'intégration. Donc, l'intégration, c'est déjà nous donner accès à plein d'outils. Donc, l'image est assez riche. On peut envisager pas mal de développements. On aura Python, Go, Maven, Java, etc. Et on a cet outil, gcloud, qui est l'équivalent qui est la clé pour interagir avec le projet. Donc là, si je regarde ma configuration, je vois que en fait, j'en ai aucune d'activée. Et ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que je suis capable de créer à la volée des tabs qui vont me connecter directement à mon projet. Donc là, quand je voyais la liste apparaître, c'est l'ensemble des projets auxquels j'ai accès et sur lesquels au moins j'ai des droits de lecture. Et à partir de ce moment-là, quand je liste la configuration, cette fois, je serai configuré pour communiquer avec mon projet GCP, et je peux voir en particulier, donc là il va me demander des accès API, très bien, les fonctions par exemple qui ont été déployées. C'est un shell, mais c'est aussi un environnement de développement, donc avec son éditeur de code. Et donc là, on va retrouver les mêmes mécanismes qu'on avait tout à l'heure, avec VS Code, sauf que je n'ai pas l'intégration VS Code, hein, il s'agit de EclipseDA, mais ça va vous permettre de pouvoir développer. Ce qui est important, c'est surtout l'intégration avec Cloud Code, donc c'est un plugin qui va vous permettre d'interagir avec vos clusters Kubernetes ou avec des services Cloud Run. Donc, Cloud Shell, c'est une image de ce que peut donner un service managé pour développer sur le cloud. C'est intégré à la GCP, donc c'est essentiellement pour des développeurs Google. Par contre, on a les mêmes logiques qu'en local. C'est-à-dire, je vais cloner, je vais tirer les branches, je vais switcher de branche, etc. Il n'y a pas cette notion de conteneur qu'on avait comme tout à l'heure, où je pouvais autoporter tout l'environnement avec le code et un volume sur lequel j'avais mon code de cloné, le code de la branche clonée. Donc finalement, j'ai toujours cette impédance mismatch. Pour le coup, il y a un progrès, mais on a cette impédance mismatch qu'on avait solutionné avant avec VS Code. Je vais conclure juste cette petite démo avec un petit truc qu'on ne peut pas faire en local, pour le coup. Mais si je fais -rf user et puis tout, normalement, bon alors, vous me croirez sur parole, mais si je fais un sudo derrière, tout disparaît, c'est pas grave, puisque derrière, je vais pouvoir redémarrer en safe mode, et ensuite redémarrer en default mode, et tout sera comme avant.
Petite parenthèse, c'est un service qui est gratuit aujourd'hui, qui ne bénéficie pas de SLA ni de SLO, donc c'est plutôt difficile à envisager dans un environnement professionnel, mais par contre, pour des démos, pour des tests, c'est parfait. Et il y a d'autres services équivalents qui existent, et eux qui vont vous permettre d'avoir ce genre de SLA et SLO. Et de toute manière, on va voir juste après, dans la démo suivante, une approche qui va vous permettre de reproduire ce genre d'environnement, mais sur des produits adaptés pour le professionnel, pour l'entreprise. Donc, voilà, on parle de Gitpod, là. Alors, Gitpod, c'est un service qui va vous provisionner à la volée des environnements, un peu comme on avait eu lors de la deuxième phase sur VS Code, où je pointais vers un repo ou vers une branche de repo, et ça me rapatriait non seulement le code, mais aussi les consignes pour créer l'environnement de développement. Donc, en particulier, le conteneur qui avait associé. Et ça, c'est porté par la notion de workspace sur Gitpod. Un workspace, si vous voulez, c'est un environnement associé à un commit. C'est pensé de manière éphémère. Ce n'est pas quelque chose qui doit rester, comme on avait, comme on avait par exemple pour Cloud Shell. C'est quelque chose qui va se supprimer, ou qui est idéalement supprimé après son développement, après avoir pushé. Et c'est un peu, en fait, pour revenir à ce reflet de l'époque, le pet versus cattle. Avant, on avait quelque chose, un environnement de développement tweaké, hyper chiadé aux petits oignons. Aujourd'hui, on a quelque chose qui peut se jeter et qu'on peut recréer très facilement, puisqu'on a exposé ces capacités dont on a besoin à ce code. Et ça nous permet de penser pure Git. Qu'est-ce que j'entends par penser pure Git? C'est cette pensée qu'on avait tout à l'heure en disant « Ah bah tiens, j'ai une idée, je vais changer de branche ». Mais on avait cette impédance mismatch que j'avais illustrée par un changement de librairie qui impose une réindexation ou un changement de version qui va impliquer des incohérences dans mon code. Et cette fois, je ne l'aurai plus, puisque je ne dépends pas d'un environnement local, mais plus en fait d'un volume qui contient juste ce code-là, et je ne suis plus astreint en fait à dépendre d'un environnement local qui imposerait des incohérences. Alors Gitpod, c'est un service parmi d'autres. Il en existe, on a par exemple Capsule sur GitHub. Par contre, Gitpod, c'est open source. On n'est pas obligé de développer sur GitHub. Il y a des intégrations avec GitLab, Bitbucket. Et puis, ils ont une présence marketing assez forte. Donc, en fait, Gitpod, pour le moment, c'est quelque chose qui est assez en vogue. Et c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui. Et finalement, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, ce n'est plus un seul environnement qu'on va considérer. C'est une infinité. Et c'est ce que porte, en fait, cette image que porte Gitpod. C'est vraiment que pour chaque commit, pour chaque branche, je suis en capacité de créer un environnement de développement cohérent à la volée. Et non seulement ça, je peux le partager ensuite. Donc ça, c'est plutôt intéressant si vous voulez faire du pair programming. Mais là, pour le coup, du vrai, pas quelqu'un à côté qui commande les pizzas et l'autre qui code. Là, on peut en plus se servir de ce... Alors, je ne sais pas pour ceux qui connaissent Ngrok à l'époque, où on pouvait donner accès à sa machine en local pour servir de serveur de mock, par exemple. Et bien là, on peut tout à fait démarrer un serveur sur Gitpod et exposer ensuite une URL publique qu'on partage et qui nous servirait de serveur de mock, par exemple. Ou pour des QA testeurs, pour dire tiens, va sur cette URL. Et si vous souhaitez partager, mais de manière sans interagir avec votre environnement à vous, vous pouvez tout à fait créer une snapshot de cet environnement. Alors, Gitpod, c'est une URL déjà, gitpod.io. Et vous allez ensuite devoir, donc je vais juste me log out,
vous connecter avec un des fournisseurs d'identité suivants, donc GitHub en particulier. Et ça va donner un certain nombre d'accès donc à Gitpod qui va vous permettre de créer ces fameux workspaces dont je parlais. Donc, en particulier, donc là, j'ai différents projets qui me sont accessibles. Je peux créer un nouveau projet depuis lequel j'aurai accès ensuite à mes projets GitHub, sur lesquels j'ai des droits. Et c'est aussi la possibilité d'ajouter une extension, donc Chrome ou Firefox, qui va ajouter un nouveau bouton et qui va me permettre en fait de créer un workspace à la volée, soit directement depuis l'interface de GitHub. Finalement, je n'ai pas besoin de changer pour aller sur cette interface, mais je peux directement aller ici. Et là, ce qui va se passer, ça va provisionner donc un environnement, un workspace, à partir d'un fichier un peu équivalent à ce qu'on avait sur VS Code avec le .dev container, sauf que cette fois, c'est un .gitpod YAML qui va aussi me donner certains aspects, me donner accès à certains aspects, notamment le cycle de vie de l'image sous-jacente à cet environnement. Donc l'image, elle est portée ici. Et alors, si je retrouve, voilà, il y a plusieurs images de disponibles déjà pré-build pour vous, fournies par Gitpod, si vous voulez développer plus en Rust, en Java ou Python. Mais vous pouvez tout à fait pointer vers un Dockerfile que vous embarquez dans votre source. Et à ce moment-là, vous êtes libre de mettre ce que vous voulez à l'intérieur. Donc, à partir de là, vous pouvez développer comme d'habitude. Et vous pouvez aussi créer une connexion avec votre VS Code local pour retrouver vos raccourcis clavier préférés. Et donc ça, c'est aussi intéressant. Et on parlait de partager son espace. Pareil, c'est assez simple. Donc share le workspace. Donc hop. Donc soit c'est un snapshot, soit c'est le workspace en direct. Il faut faire attention, parce qu'une fois que vous donnez accès à cette URL, déjà elle est publique, et n'importe qui pourra se connecter, qui aura accès à votre workspace, aura accès en particulier à vos credentials, ceux de Git, qui vous ont permis de cloner le repo, ou d'autres types de credentials que vous auriez provisionnés sur votre machine. Donc, toujours faire attention quand on partage ce genre de workspace. Donc voilà, et ce qui va être maintenant compliqué, c'est de configurer, on va dire, cette infinité d'environnements de développement. Alors qu'est-ce que j'entends par configuration? C'est essentiellement les .files, tout ce qui est git config. Alors sur VS Code, c'était bien, c'était copié par défaut. Mais on ne dit rien du VIMRC, du bashrc ou d'autres choses comme ça. Et là, on parle d'infinité d'environnements de développement. Donc, Gitpod nous offre une solution. C'est d'ailleurs la même solution qui est offerte aussi chez VS Code. Donc, on peut aller sur ces settings et pointer vers l'URL d'un repo qui contient vos .files. Et il va comprendre, en plus de ça, un fichier qui s'appelle install.sh, sur lequel vous pouvez mettre une logique particulière pour, par exemple, faire du rendering de template. Mais ça, c'est une logique qui est à votre charge. Ce qui sera gratuit, c'est ce que vous mettez, par exemple, comme variable d'environnement dans vos .files et qui prendra compte des variables que vous aurez provisionnées au niveau soit du gitpod.yaml, soit au niveau de cette interface-là. Moi, ça ne me satisfait pas parce que, justement, ce install.sh, il est à ma charge. Moi, ce que je souhaite, c'est avoir un outil qui me fasse ce langage de templating et qui m'offre un certain nombre d'intégrations, notamment qui me permettent de rapatrier des credentials en tant que nécessaire dans mes .files pour pouvoir m'authentifier. Donc on parlait de gcloud tout à l'heure dans Cloud Shell qui était déjà authentifié, très bien.
j'aimerais bien pouvoir faire la même chose dans Gitpod. Et pour pouvoir pusher ce genre de credential sur une URL GitHub, a priori, il vaudrait mieux qu'il soit chiffré quand même. Et c'est ce que permet un outil qui s'appelle Chez Moi. Donc, avant d'en parler, je vais quand même faire un petit aparté avec ce concept de configuration layer. Alors, vous excuserez les dessins, je commençais avec la tablette à l'époque, mais l'idée, c'est de reprendre en fait ces schémas qu'on a dans le monde du dev. C'est-à-dire que je vais séparer ma configuration du code applicatif. Donc ça, c'est les 12 factors, très bien. Et ça va permettre de faire quoi derrière? De faire de la promotion d'image. Une image qui va contenir des features, je n'ai pas à la reconstruire parce que je la déploie sur dev. Je n'ai pas à la reconstruire parce que je la déploie sur staging. En fait, ça va à chaque fois passer d'environnement à un autre. Ça sera le même digest. Par contre, ce qui va changer, c'est les variables d'environnement portées par l'environnement, évidemment. C'est de la configuration des valeurs propres à l'environnement qui vont être hydratées via ce système de configuration layer. Donc là, on est purement sur de la théorie. Et finalement, en passant d'un environnement à un autre, je n'aurais pas changé le code. Par contre, le comportement de l'applicatif va changer parce que mes variables d'environnement sont différentes. Et là, on ne parle pas d'environnement prod, staging ou dev, on parle de l'environnement Ismaël, environnement Nicolas, Geoffrey, etc. Et donc, Chez Moi va me permettre de reproduire cette logique-là. C'est un binaire Go très simple d'installation. Donc ça m'arrange parce que je ne veux pas surcharger, on va dire, le temps de démarrage, le call start de mon environnement Gitpod. Et c'est ce qu'on disait, le 12 factor, mais on stéroïde, parce qu'on aura tout un tas de... Donc on a un vrai langage de templating, c'est pas juste les variables d'environnement, c'est aussi tout le contenu de mon fichier que je vais pouvoir conditionner en fonction de valeurs que je trouverai dans mon environnement. Et c'est l'intégration avec des outils, notamment de chiffrement, qui vont me permettre de pouvoir pusher des informations sensibles sur un repo, mais des informations chiffrées, dont seul moi aura la clé de déchiffrement. Donc globalement, Chez Moi, ça fonctionne de cette manière. On a notre répertoire de vérité, notre source de vérité, donc représenté par un repo Git. Et derrière, on a nos environnements, donc en particulier des environnements Gitpod, sur lequel est installé Chez Moi, qui Chez Moi va pull ce répertoire de vérité, va créer son répertoire source et apply dans un répertoire destination target, qui en général sera votre home. Et vous vous retrouverez avec vos différents .files. Et les .files, ils ressemblent à quoi? Donc là, tout ça pour dire, en fait, mon plan là, que je suis en train de vous présenter, c'est pour recréer un environnement prêt pour la GCP, enfin prêt à coder directement dans la GCP. Et ça, je le sors en fait. Alors si je reprends mon .file, hop, ici. Donc là, si vous voulez, j'ai ce repo, ce point de vérité créé par Chez Moi. Vous verrez, voilà, donc ça s'appelle .config parce que ça va ensuite apply avec un point config dans mon répertoire target, dans mon home. Et donc là, à l'intérieur, en fait, j'ai mon vim rc, j'ai mon git config, et j'ai en particulier la configuration de gcloud. Donc je vais installer dans mon environnement Gitpod gcloud, Chez Moi, et Chez Moi va rendered gcloud, enfin la configuration de gcloud, qui est complètement chiffrée. Donc d'une part, déjà je suis sur un repo privé, vous ne pouvez pas y accéder, mais en plus de ça, ce qui se trouve à l'intérieur est inexploitable. Donc ça, c'est ce que permet Chez Moi, et ça va permettre en fait de recréer un environnement type Cloud Shell. Donc là, on revient par exemple sur l'ensemble des workspaces que j'avais. Celui-là, je peux l'arrêter. Je peux le delete en fait. On a vu que c'était en fait la méthode préconisée. Et parmi les projets, alors les workspaces, celui qui m'intéresse, c'est Lyrics Explorer. Hop. Donc attendez, on va en créer un nouveau en fait, c'est le plus simple.
Alors, je suis sur la branche main, c'est pas celle que je souhaitais. Donc je vais revenir sur Gitpod. Et ça, c'est un souci avec Workspace, avec Gitpod. Je trouve que leur interface n'est pas encore tout à fait au point en termes de... Donc voilà, j'ai les branches. Et une fois que j'ai les branches, je peux créer le workspace depuis une branche. Et donc là, le workspace qui va être créé sera créé en fonction du gitpod.yaml propre à cette branche. Et on verra à l'intérieur que j'ai l'installation de chez moi et de gcloud. Donc là, ça met un certain temps. C'est parce que je recrée mon workspace from scratch. Il n'était pas stoppé, je ne l'ai pas redémarré. Mais de toute manière, c'est comme on l'a dit, la manière de penser Gitpod. Donc finalement, ça, je le fais chaque matin. Ça ne me prend pas tant de temps que ça. Et après, j'utilise cet environnement pour faire mes devs. Donc on peut aller voir les sources en attendant. Donc, pour voir le gitpod.yaml, Lyrics Explorer, hop. Hop là. Et ce que je fais ici, en fait, c'est ma clé de déchiffrement que j'ai renseignée dans une variable d'environnement sécurisé, que je mets à disposition dans mon environnement et qui va être ensuite utilisé par chez moi. Chez moi, que j'installe ici, c'est un binaire Go, donc c'est assez simple de l'installer. Un simple curl permet de le faire. Et ensuite, je lance un apply. J'ai gcloud ensuite que je vais configurer pour accéder à un projet GCP sur lequel ma configuration gcloud que j'ai importée via chez moi me permet d'accéder. J'ai un gitpod Dockerfile aussi qui me permet, sur lequel j'ai fait l'installation de gcloud. Et donc là, OK. Et donc, si je fais un gcloud configuration, alors, hop, configurations list, hop. Alors, est-ce que c'est bon? Voilà. Et donc, vous voyez que je suis déjà authentifié avec ma commande gcloud. Et pourquoi? Parce que si je vais au niveau de mon home, j'ai normalement, hop, alors c'est point config, j'ai bien ma config gcloud qui a été rapatriée par chez moi. À l'intérieur, c'est pas chiffré, ça a été déchiffré. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention quand vous partagez un workspace. Potentiellement, quelqu'un pourrait avoir accès à ça. Voilà. Donc ça clôt la démo pour chez moi, pour Gitpod, et surtout de comprendre, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est comment gérer efficacement la configuration d'une infinité d'environnements de développement. Donc là, on peut tout de suite penser, par exemple, à dire, chez moi, je peux importer de nouvelles configurations dans mon point de source de vérité, et depuis la multitude d'environnements, faire un pool qui sera conditionné, contextualisé en fonction des environnements derrière que j'aurai, des variables d'environnement que j'aurai associées à chacun des workspaces. Ce que je veux dire, on n'aura pas forcément le même contenu parce que chez moi, un intelligent va voir en fonction du template que vous aurez mis dans vos .file, tiens, cette partie-là je la mets, cette autre-là je la mets pas, en fonction des variables d'environnement que vous aurez provisionnées sur votre workspace. Donc on arrive à la conclusion. Initialement, le workspace, l'environnement de développement était pensé comme personnel. Aujourd'hui, il est essentiellement collectif. On expose à ce code cet environnement. On voit la chose comme étant quelque chose qui va permettre d'être efficace dès le premier jour. On prend parti des nouveautés technologiques, container, cloud. On commence à parler pattern architectural. On est approche microservice. On parle un peu, là, de GitOps, par exemple. Je push avec chez moi ma nouvelle configuration. Elle va être derrière reproduite sur tous mes environnements. On commence en fait à penser notre environnement de développement
comme on pense nos applicatifs. Et ça devient vraiment un enjeu, je pense, au niveau des entreprises, notamment pour des contextes, pour un contexte de développement durable, donc Green IT, puisque maintenant on n'a plus obligation d'avoir une machine avec 6 gigas, avec plutôt 16 gigas de RAM, 1 Tera de stockage. En fait, tout sera dans le cloud, déporté dans le cloud. Et surtout, au niveau d'une entreprise, ça peut solutionner des entreprises qui seraient frileuses vis-à-vis du Bring Your Own Device, puisque maintenant, elle aurait la capacité, par exemple, Gitpod étant open source, de provisionner ses propres clusters Gitpod sur lesquels elle pourrait mettre en place de l'observabilité, ses règles propres au contrôle qu'elle veut mettre en place. Donc on arrive, si vous voulez aller plus loin, en fait, je parle de ces sujets-là sur des articles donc, du blog WeScale. Et je suis aussi disponible pour les questions que vous pouvez avoir. Ça conclut cette présentation. Est-ce qu'il y a des questions du coup? Merci beaucoup pour la présentation. Une première question que j'aurais, c'est, j'arrive demain en mission, il n'y a pas tout ça qui est installé. Combien de temps ça prend de mettre en place un environnement comme tu nous as présenté avec chez moi, Gitpod et compagnie? Gitpod étant as a service, je dirais rien si l'entreprise sur laquelle, chez laquelle tu vas travailler accepte de ce genre de solution. Il y a des solutions pro avec des SLA et SLO, et donc on peut tout à fait envisager qu'une entreprise prenne des abonnements pour ses employés sur Gitpod. Et là, pour le coût, il est quasiment gratos. Enfin, à partir du moment où tu as défini ton image avec les éléments nécessaires pour que le code fonctionne correctement, pour pouvoir coder correctement, plus définition du dev-container.json ou du Gitpod YAML, en réalité, moi je pense que l'effort initial est faible. Ok, mais donc là ça veut dire qu'on va avoir besoin quand même de la collaboration de cette entreprise, puisqu'elle doit ouvrir un compte, potentiellement payer quelque chose. Potentiellement on veut la convaincre, elle n'est pas réticente, mais elle n'est pas très motivée, elle veut qu'on lui démontre la plus-value. Est-ce qu'il y a quelque chose d'essai que je peux entièrement, par exemple, configurer moi-même pour dire à l'entreprise, voilà, j'ai un compte d'essai, pour moi c'est un mois gratuit, j'en sais rien. Voici ce que ça donne, voici comment on peut travailler. Si je veux faire tout ça tout seul et qu'il y a vraiment, on parle de rien du tout, j'en ai pour combien? Est-ce qu'en 1 ou 2 journées, je peux réussir à leur montrer un truc stylé? Est-ce que ça va me prendre beaucoup plus de temps? Parce que moi, j'ai eu l'impression que c'était quand même assez compliqué. Tu nous as montré beaucoup de choses. J'ai même eu parfois du mal à suivre et je ne m'attendais pas à me dire, waouh, en fait, préparer son environnement de travail, c'est compliqué. Donc, je me pose un peu toutes ces questions. Ok. Je pense, avant d'aller sur des solutions comme Gitpod, c'est comprendre la philosophie de la chose avec un outil comme VS Code qui le porte. C'est-à-dire, on a vu qu'on n'était pas obligé de faire du VS Code pour penser un peu pure Git. À partir du moment où j'ai un Docker d'installer sur ma machine, sur une container runtime, je suis capable, avec VS Code, d'installer cette extension et de créer mes environnements de développement directement dans les conteneurs, et encore aller au-delà dans mes conteneurs plus volume. Et ça, je pense qu'on peut avoir une approche plutôt bottom-top, de convaincre déjà l'équipe de développeurs que, déjà entre nous, on arrive à fonctionner de cette manière, on arrive à diffuser l'environnement de développement au niveau de l'équipe, il n'est plus juste personnel. Donc là, je pense qu'on est sur une approche collective, donc tu n'es plus tout seul dans ton coin. Et nous, je trouve que chez les développeurs, on est toujours assez motivés pour aller explorer des nouvelles choses. Donc je pense qu'effectivement, il y aura un blocage potentiel avec l'entreprise, parce qu'il y a des process en fait, dès que ça coûte de l'argent. Mais par contre, avec VS Code, c'est gratuit. Mais ça veut dire qu'il faut apprécier, donc il faut utiliser VS Code. Donc ça, par contre, on peut avoir des réticences. J'ai pu le rencontrer en entreprise. Il y en a qui utilisent IntelliJ. Il y en a d'autres, je ne sais pas, ils utilisent des éditeurs autres de code. Mais comme je t'ai dit, moi, je pense que les développeurs, ils veulent tester.
Donc là, ce serait une première approche. Oui, bien sûr, moi ça m'a aussi donné envie de tester. C'est juste que je me dis, bah, j'arrive en effet là, j'ai envie de tester. Il y a quelqu'un qui, comme toi qui arrive avec nous et qui connaît, mais ça va demander quand même l'implication visiblement de toute l'équipe pour que ça puisse se mettre en place. C'est l'un des prérequis, donc en gros. Et c'est juste que j'ai souvent vu des missions où dès qu'on parlait de faire des choses qui étaient juste pour améliorer la qualité de dev, tel PO qui disait non mais on va pas faire ça, on n'a pas le temps, on s'en fout, on marche bien actuellement. Et c'est ce qui fait qu'en fait personne finalement veut se débloquer du temps. Et c'est pour ça que je voulais savoir, est-ce que ça prend allez, 1 heure ou 2, on se met entre nous et c'est fini, et à ce moment-là on n'a même pas besoin d'en parler, ou est-ce que ça peut prendre un peu plus de temps en fonction justement de jusqu'où on veut aller et tout ça. C'est vraiment la question que je me pose pour savoir si je peux facilement en fait convaincre des gens de mettre ça en place en arrivant quelque part où cette pratique n'existe pas. Et jusqu'à présent, moi, je n'ai jamais travaillé avec cette pratique, mais ça m'a donné envie de tester. Et ben, je pense qu'il se reproduira la même mécanique si tu en parles autour de toi dans une équipe. Mais ça, on peut y arriver en un petit peu de temps ensemble et se mettre d'accord. Ça va ouais, globalement, je trouve avec ces outils-là, c'est un peu la loi de Pareto. Il y a le 80-20. Pour arriver aux 80% d'efficacité, c'est assez simple. Ok, bah, très bien. Merci. Après, il y a les 20 derniers pourcents. Voilà. Ouais. Bah, je vois, il y a quand même beaucoup de choses qui ont été montrées. Bonsoir. Salut. Bon, bah, déjà, merci pour la présentation. Moi, j'ai une question. C'est de savoir comment est-ce que ces outils-là, ils s'intègrent dans le processus de sécurité d'une entreprise. Parce que je vois, voilà, on peut travailler avec, mais pour des entreprises qui sont généralement grandes ou qui peuvent travailler sur des sujets sensibles, je veux dire par exemple des OSE ou des OIV, il y a des problématiques de sécurité qui sont assez importantes. Et notamment le contrôle de l'infrastructure sur laquelle cet environnement il tourne. Est-ce qu'on peut, par exemple, le customiser? À quel point on peut le contrôler? Savoir comment qu'est-ce qui sort, qu'est-ce qui rentre, et est-ce qu'on n'a pas de problématique voilà, et tout ce qui s'ensuit. Donc, à quel point ils peuvent s'intégrer, ils peuvent répondre à ces problématiques de sécurité pour ce type d'entreprise? Ouais. Alors, moi, j'ai plusieurs points. Le premier, je dirais que quand tu utilises cette approche, mais avec VS Code, bah, ça te concerne. Tu es en local. Et là, tu es au niveau de l'équipe. Pour le coup, je comprends, enfin, je vois mal, enfin, ça s'intègre automatiquement aux contraintes de sécurité de l'équipe, puisque tu peux aller tirer des images sur un Artifactory de l'entreprise. Donc ça, il n'y a pas de problème. Après, il y a Gitpod, la version SaaS, comme on l'a vu, et même la version open source. On ne peut pas désactiver ce sharing. Donc ça, c'est un problème. Ça, je le reconnais. On peut créer du data leak en omettant, en partageant une URL sur un channel Slack qui était avec plus de personnes que prévu. Donc pour le coup, là, tant que Gitpod n'offre pas d'impossibilité d'enlever ce mode-là, je pense que ça ne répondra pas à la question que tu as, enfin, aux contraintes de sécurité en entreprise. Néanmoins, le fait que ce soit open source fait que pour des autres considérations, par exemple, si tu veux faire du zero trust ou d'où tu te connectes, bah, tu peux tout à fait intégrer ça dans un cluster qui est dans son propre monde et sur lequel il faudrait un VPN pour pouvoir t'y connecter. Donc le fait que ce soit open source répond en partie à ta question, mais on a quand même ce sharing qui est un peu problématique. Cela dit, peut-être que je réponds un peu à la question parce que je ne l'ai pas testé moi-même, mais à partir du moment où tu contrôles l'environnement de ton Gitpod, enfin des instances Gitpod, là sur un cluster Kubernetes par exemple d'entreprise, je me demande si vraiment le sharing des URL, on ne peut pas le clore, mais juste en mode, en fait, tu n'as pas le droit de te connecter parce que tu n'es pas dans la bonne zone de connexion. Mais ça serait à pousser. Mais là, comme ça, je dirais que déjà l'offre as a service ne répond pas aux contraintes fortes de sécurité. Merci. Il y a d'autres questions? J'ai une autre question à propos de l'historique, du bash historique.
c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup sur mon poste en local, c'est que même 1 an, 2 ans après, je peux retrouver des vieilles commandes qui m'avaient été pratiques, des petits détails, des petites configs comme ça qu'un jour j'avais utilisé et que je recherche. Là, on est sur des environnements éphémères et j'ai vu qu'en effet, tu disais que c'était possible de monter tous ces .files automatiquement. Donc c'est cool pour ma configuration de VM si j'ai bossé dessus sur tout un tas de petits alias que j'aurais pu rajouter. Est-ce qu'il y a possibilité de récupérer son historique de commandes bash? Ah oui, tu le mets dans le repo Git. Non, là, en fait, le fait qu'on soit sur ces contraintes éphémères fait que c'est pas l'esprit de la chose, quoi. Enfin, l'historique, en fait, ce que tu peux faire, c'est stopper plutôt que delete un workspace. Mais c'est pas la philosophie en fait de Gitpod. Donc tu vas perdre en fait ces aspects-là. Et pareil, dans Gitpod, dans la philosophie Gitpod, un point gitignore n'a pas de sens si on pense le truc. On pourrait pas avoir une idée de monter un volume genre dans un object storage où il y aurait uniquement son dossier history avec avec cette approche un petit côté stateful, quoi, juste un petit truc stateful. je suis comment dire, là je peux pas parler d'expérience, mais pourquoi pas avec l'approche open source où tu vas installer toi-même, où tu aurais des volumes. Cette fois tu aurais la notion de volume pour le coup et tu la contrôles puisque tu es sur un cluster Kubernetes que tu contrôles. Mais je ne pourrais pas te dire. La philosophie, c'est très stateless dans ce. Effectivement. Dans ce Ok. Merci. Moi, j'aurais une question pour l'audience, s'il n'y a pas d'autres. C'est en fait qui utilisait cette méthode de travail en fait, parmi vous. Je sais qu'on avait un peu parlé de Gitpod. Et à ce niveau-là d'éphéméralité, on va dire. Comment ? L'IDE de Lambda. je le connais pas. Moi, je suis de Google, tu vois. Et vous l'utilisiez un peu avec cette philosophie de dire, en fait, c'est pet versus cattle, et maintenant, en plus, au sein d'une équipe, alors, je suis capable de pusher mon environnement de développement, qui est Ascode cette fois, et pas une image Ubuntu ou que sais-je. Ok. D'accord. Ok, intéressant. C'est moins dans l'esprit stateless. Ok. S'il n'y a pas d'autres questions. Ok. Du coup, merci à tous. Merci Ismaël pour ce talk. Et du coup, ça clôture ce meet-up et du coup ce mois qui vient de passer. Pour du coup ce temps fort dédié au Cloud Native. Donc du coup maintenant je vous invite à prendre un petit apéritif derrière avec tout ce qu'il faut, boissons et nourriture. Voilà, n'hésitez pas à discuter, échanger, toujours dans la passion du cloud. Merci beaucoup, bonne soirée.